Dans l'histoire d'Haïti, un seul président a réussi cet exploit. Accomplir 2 mandats complets et ensuite remettre le pouvoir à un autre président élu. Cet homme, c'est René Garcia Préval. Préval n'avait rien du président flamboyant et charismatique dont rêvent les foules. Plutôt discret, modeste, parfois insouciant au point de paraître indifférent. Il a pourtant déjoué les complots, résisté à l'emprise de son mentor, Jean-Bertrand Aristide, et traversé les crises sans sombrer. Préval a accompli ce que Aristide aurait rêvé de faire. Mais quel a été son secret pour déjouer les coups, devancer Aristide et rester l'homme de la situation? C'est ce qu'on va essayer de comprendre à travers cette enquête. René Garcia Préval est né à Port-au-Prince le 17 janvier 1943 dans une famille de classe moyenne. Il grandit à Marmelade, une commune de l'Artibonite où est originaire sa famille. Son père, Claude Préval, était agronome et a été ministre de l'Agriculture sous Dumarsais estimé. Préval avait seulement 19 ans quand il a commencé à militer. Sous la dictature de Papa-Doc, il fonde une organisation clandestine avec une poignée de jeunes chrétiens. Après son baccalauréat, il part pour la Belgique pour les études supérieures en agronomie. Il faut dire qu'il voulait suivre les traces de son père. Il obtient son diplôme d'agronomie à l'université de Louvain en Belgique, puis part en Italie se spécialiser. Après cela, il rentre en Haïti, mais part ensuite s'installer à New York en 1970. Là-bas, il vit de petits boulots. Il travaille surtout comme serveur dans un restaurant à Brooklyn. Il est resté environ 10 ans aux États-Unis. Ensuite, il revient en Haïti et trouve du travail à l'Institut national des ressources minières. Après le départ des Duvalier, Préval milite au sein du mouvement d'action démocratique MAD, un mouvement formé d'intellectuels visant à accompagner la transformation qui s'annonce après la chute de la dictature. Mais parallèlement à cela, Préval commence aussi des activités d'entrepreneuriat. Il fonde en 1988, avec quelques associés, la boulangerie du Centre. Et c'est cette activité qui va le rapprocher des milieux populaires. Préval fournit du pain aux enfants pauvres de Port-au-Prince et surtout aux enfants d'une organisation dénommée La Famille, c'est la vie, fondée par un jeune prêtre fougueux qui n'était autre que Jean-Bertrand Aristide. C'est ainsi que les 2 hommes vont faire connaissance et vont devenir des amis, des marassas, des alliés, puis des adversaires. Nous allons y revenir. Quand Aristide est élu président en décembre 1990, il nomme Préval son marassa Premier ministre en février 1991. Mais Aristide est renversé par un coup d'État 7 mois plus tard, en septembre 1991. Le président s'exile au Venezuela, puis à Washington, et Préval se réfugie à la résidence de l'ambassade de France à Port-au-Prince, avant de rejoindre Aristide en exil à Washington. Pendant ces années d'exil, Préval reste en retrait, fidèle à sa réputation de discret, contrairement à Aristide, très visible sur la scène internationale, ce qui était à peu près normal, puisque c'était lui le leader du moment, c'était un peu normal. Dans l'entourage d'Aristide, en exil à ce moment-là, le rôle de Préval était davantage technique et organisationnel. Il prend rarement la parole. Les mauvaises langues disaient que Préval avait pour habitude de dormir au pied du lit d'Aristide afin de s'assurer d'être présent pour le chef en toutes circonstances. Après le retour d'Aristide en 1994, René Préval devient directeur du FAES, le Fonds d'action économique et sociale. À la fin de son mandat, Aristide aurait aimé rester au pouvoir et faire un 2e mandat, mais la Constitution de 1987 lui interdit de briguer 2 mandats consécutifs. Pour les élections de décembre 1995, il lui faut donc trouver un successeur. Préval attend patiemment, sachant qu'il est le successeur naturel du chef. Pas parce qu'il est le plus doué ou le plus intelligent, mais parce que c'était le choix par défaut. Préval n'était pas perçu comme une menace pour la popularité d'Aristide. C'était le plus fidèle qui jamais ne trahirait le chef. Aristide, très méfiant, ne voulait pas prendre de risques. Passer le pouvoir à Préval, c'était le meilleur moyen de s'assurer de son retour au pouvoir. C'est ainsi que l'OPL, qui s'appelait à l'époque Parti politique Lavalas,
investit René Préval comme candidat à l'élection présidentielle de 1995. Il faut le rappeler, l'OPL était à l'époque un parti pro-Aristide et faisait partie de la coalition Lavalas. Sans surprise, aux élections présidentielles de 1995, René Préval est élu dès le premier tour avec 88% des voix, malgré une faible participation. C'est une victoire écrasante qui était en réalité la victoire d'Aristide, une victoire par procuration, parce que les gens ont voté Préval parce qu'ils voyaient en lui un prolongement d'Aristide. Mais cette élection est déjà historique en soi, parce que c'était la première alternance pacifique entre deux présidents élus en Haïti. Après l'installation de Préval comme président, Aristide s'enferme dans son château à Tabar, comptant les étoiles en attendant nerveusement que son marassa lui rende ce qui lui revient de droit. Mais il va être surpris. Le dauphin docile, tyranné comme l'appellent ses proches, va peu à peu s'émanciper et prendre ses distances avec Aristide et le mouvement Lavalas. Les premiers signes visibles de rupture entre René Préval et Jean-Bertrand Aristide apparaissent lors des élections législatives partielles de 1997 organisées pour renouveler le tiers du Sénat. Les résultats de ce scrutin sont immédiatement contestés. L'Organisation des États américains, l'OEA, et les observateurs internationaux dénoncent des irrégularités, tandis que l'opposition refuse de reconnaître les résultats. Le pays est alors plongé dans une impasse institutionnelle. Le Parlement ne fonctionne plus, aucune loi ne peut être votée, aucun budget adopté, et les premiers ministres proposés par Préval sont systématiquement bloqués. Ronnie Smart, nommé en mars 1996, démissionne un an plus tard et ne sera jamais remplacé. Les personnalités proposées par la suite, comme Éric Pierre ou Hervé Denis, sont toutes rejetées par le Parlement. Quelque temps auparavant, en 1996, Aristide avait officiellement créé son propre parti, Famille Lavalas, pour se distancier du gouvernement de Préval. Cette fracture politique se cristallise rapidement. Entre 1997 et 1998, l'OPL, principal allié du mouvement Lavalas, est en guerre ouverte contre Aristide. À l'époque, l'OPL est dirigé par des figures comme Gérard Pierre-Charles, Serge Gilles, Sauveur-Pierre-Étienne et d'autres. Ces leaders décident de sceller la rupture en changeant le nom du parti en Organisation du peuple en lutte. Je le rappelle, le parti s'appelait avant l'Organisation politique Lavalas. À partir de ce moment-là, le parti OPL va être l'un des plus virulents opposants à Aristide. Préval, qui ne monte pas totalement avec l'OPL, prend ainsi ses distances avec Aristide, sans toutefois déclencher d'hostilité frontale. Le résultat de tout ça est un blocage total. Pendant 2 ans, Haïti se retrouve sans Premier ministre et sans gouvernement effectif. Excédé par cette paralysie, Préval franchit un cap décisif le 11 janvier 1999. Il dissout le Parlement et annonce qu'il gouvernera par décret présidentiel. Il nomme alors Jacques-Édouard Alexis comme Premier ministre par décret. Ce geste choque une partie de ses soutiens parlementaires qui perdent brutalement leur mandat et découvrent un autre visage de Préval, celui d'un président capable, d'imposer son autorité, y compris au détriment de ses propres alliés. Pour certains observateurs, derrière ce blocage se trouvait Aristide lui-même. En encourageant ses propres partisans également à s'opposer aux propositions de Préval, il chercherait à saper l'action de son ancien Premier ministre afin de mieux préparer son propre retour. Un calcul cynique mais révélateur de la brutalité du jeu politique du moment. Pendant son mandat, Préval va faire quelques réformes économiques qui vont être très critiquées par les partisans d'Aristide. Son gouvernement met en place un programme de réformes structurelles qui vise à privatiser des entreprises publiques comme la minoterie d'Haïti, la cimenterie d'Haïti et la téléco. Des parlementaires, Lavalas, fustigent ce programme qu'ils qualifient de plan néolibéral dicté par les puissances étrangères, ce qui était vrai. Mais sauf que ce plan néolibéral a été négocié par Aristide avec les Américains quand il était président. Quand Aristide revient en Haïti après son exil en 1994, les Américains et le FMI conditionnent leur soutien et la reprise de l'aide internationale à Haïti à l'adoption de ce programme néolibéral. En 1995, dans les derniers mois de son mandat, Aristide signe les premières lois de cet accord et accepte
de privatiser des entreprises publiques du pays. Donc, Préval n'a fait qu'appliquer le programme déjà négocié. La manœuvre d'Aristide a été de faire porter à Préval seul la responsabilité de ce plan néolibéral qu'il a lui-même négocié avec les Américains. Cela lui a permis de conserver l'image d'un leader populaire de gauche proche du peuple. Malin, non? Cet épisode va nourrir beaucoup de tensions au sein du mouvement Lavalas. Certains militants Lavalas accusent Préval de trahir le peuple, alors qu'en réalité, c'est Aristide le vrai responsable. Il est important de comprendre ce point. Aristide, pourfendeur du libéralisme populiste et défenseur des pauvres, accepte de vendre les entreprises publiques d'Haïti aux étrangers. Quel retournement de situation! Ce plan a été élaboré par un certain Leslie Delatour, néolibéral convaincu, proche de Marc Bazin, ancien ministre des Finances sous Nanfi. Sous Préval, il était alors gouverneur de la Banque centrale. Petite parenthèse, après sa mort, René Préval épousera sa veuve Elisabeth Delatour. Nous reviendrons là-dessus un peu plus loin. Une autre raison du divorce entre Préval et Aristide, ce sont les manœuvres de ce dernier pour tirer les ficelles depuis sa résidence à Tabar. Aristide voulait prendre le contrôle de la police nationale. L'un de ses proches, le sénateur Danny Toussaint, mène une guerre contre le secrétaire d'État à la sécurité publique de René Préval et le directeur de la police nationale, Pierre Denizet. L'enjeu était de faire tomber ces deux proches du président Préval afin de prendre le contrôle de l'institution policière. Il semblerait que Aristide était derrière tout ça. Cette situation avait causé une brouille entre Jean-Dominique et Danny Toussaint. Ce dernier exigeait un temps d'antenne à Radio Haïti afin de régler ses comptes avec le directeur de la police. Jean-Dominique a refusé et Danny Toussaint envoie ses partisans menacer et insulter le journaliste. Jean-Dominique avait riposté dans un célèbre éditorial intitulé « Danny Toussaint prend-il les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ?» Quelque temps après, le journaliste Jean-Dominique, qui était l'ami et le conseiller du président Préval, allait être assassiné. Jean-Dominique commençait lui aussi à s'éloigner d'Aristide. Nous avons consacré une émission complète à Jean-Dominique. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Le 21 mai 2000, le gouvernement de Préval organise des élections législatives et municipales. Famille Lavalas remporte haut la main ces élections. 18 des 19 sièges sénatoriaux reviennent à Lavalas. Ces élections sont accusées de fraude. Plusieurs observateurs internationaux, dont l'OEA, font état de nombreuses irrégularités. Le mode de comptage des voix favorise les candidats de Famille Lavalas. L'opposition dénonce un hold-up électoral. Le 26 novembre de la même année, des élections présidentielles sont organisées. Jean-Bertrand Aristide est élu avec 90% des voix, mais la participation est très faible et l'opposition a boycotté les élections. Aristide est élu, mais se retrouve isolé avec une vague de contestation d'un côté et la pression internationale de l'autre, exacerbée par sa demande de restitution à la France. Il sera contraint de quitter le pouvoir sous la pression d'une insurrection armée menée par Guy Philippe et d'une intervention internationale. Il s'exile en Afrique du Sud en 2004. Pendant ce temps, René Préval se fait oublier et s'installe à Marmelade, dans le village de son père. Là, il développe des plantations de café et d'agrumes. Il retourne à la terre, une façon de cultiver une image de sage qui ne s'occupe plus de politique et qui a la capacité de faire autre chose de sa vie après la politique, contrairement à Aristide, impétueux qui, après son premier mandat, ne vivait que pour le pouvoir et dans l'attente de l'obtenir à nouveau. C'est là l'un des grands secrets de Préval. Il sait se retirer, prendre du recul, et il reste populaire malgré son bilan décevant à la tête de l'État. Les gens l'aiment, non pas pour ses actions politiques, car il n'en avait pas de notable, mais pour son tempérament. Après le départ d'Aristide, un gouvernement provisoire dirigé par Gérald Latortue prend le relais. Les élections approchent et les amis de Préval le pressent de se présenter. Il lance sa plateforme politique L'Espoir en vue des élections du 7 février 2006. Les élections se déroulent sans incident majeur. Préval arrive en tête avec près de 49% des voix, ce qui est en dessous de la majorité absolue qui est de 50% plus 1, ce qui serait nécessaire pour gagner au premier tour. Ses partisans dénoncent des fraudes qui l'empêcheraient de remporter ces élections dès le premier tour.
Des dizaines de milliers de personnes, de manifestants, descendent dans les rues de Port-au-Prince et d'autres villes pour réclamer la victoire de Préval dès le premier tour. La situation devient explosive, avec des risques de confrontation violente. Sous la pression populaire et de la communauté internationale, le Conseil électoral provisoire accepte de recalculer les bulletins blancs. Préval passe à environ 51% des suffrages. Il est élu dès le premier tour et devient pour la deuxième fois président d'Haïti. En avril 2008, la crise économique crée en Haïti ce que les journalistes appellent des émeutes de la faim à Port-au-Prince et dans les autres villes de province. Des manifestants réclament la démission du président, accusant son gouvernement de ne rien faire pour changer les choses. Son premier ministre, Jacques-Édouard Alexis, est contraint de démissionner, ce qui déstabilise l'exécutif. Préval parvient tout de même à rester au pouvoir, mais sa légitimité reste fragile. En 2009, la situation semble s'améliorer. René Préval signe des accords de coopération avec Cuba et le Venezuela, tout en maintenant de bonnes relations avec Washington. La même année, Préval épouse Elisabeth Desbrosses de La Tour, économiste et veuve de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Leslie de La Tour. Vous vous rappelez? Celui-là même qui était l'auteur du plan néolibéral qui a permis la privatisation des entreprises publiques d'Haïti. Dans ce mariage, certains y voyaient un rapprochement de Préval avec certains secteurs économiques influents, une collusion entre l'État et l'élite économique. En 2010, Préval a eu à gérer l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire d'Haïti, à savoir le séisme de 2010 qui a fait plus de 200 000 morts et détruit une grande partie de Port-au-Prince. Il est presque absent médiatiquement, il est dépassé, presque invisible, laissant le champ libre à Bill Clinton et aux ONG. À la fin de son second mandat, des élections présidentielles sont organisées dans un contexte dramatique. Le pays est encore dévasté par le séisme de 2010, suivi d'une épidémie de choléra causée par les casques bleus de l'ONU. Le premier tour de la présidentielle se tient en novembre 2010. Les résultats préliminaires placent en tête Mirand Maninga, suivi de Jude Célestin, candidat du parti de Préval, et également son gendre. Michel Martelly arrive officiellement en troisième position, ce qui devrait l'exclure du second tour. Très vite, des accusations de fraude massive et d'irrégularité se multiplient. Pour arbitrer la crise, l'Organisation des États américains, l'OEA, est appelée à examiner le scrutin. Dans son rapport, l'OEA recommande de modifier les résultats officiels en écartant Jude Célestin au profit de Michel Martelly. Ce dernier étant jugé plus légitime d'après les bulletins reconstitués par les experts. Mais au fond, il s'agissait d'une manœuvre de Bill et Hillary Clinton visant à imposer Michel Martelly. Les États-Unis exercent à ce moment-là une pression intense sur Préval. Washington menace même de suspendre l'aide internationale à Haïti si Martelly n'est pas placé au second tour. Il faut reconnaître que Préval a eu quand même le courage de dénoncer les manœuvres des Américains et de manifester publiquement son désaccord en quittant la salle lors d'une réunion publique où on commémorait les victimes du tremblement de terre. Ou Bill Clinton qui était là, Bill Clinton qui était envoyé spécial de l'ONU en Haïti, ce jour-là il allait prendre la parole, René Préval a quitté la salle. Malgré sa volonté initiale de défendre son candidat, Jude Célestin, Préval finit par céder sous pression. Jude Célestin est écarté et le second tour oppose finalement Michel Martelly à Mirand Maninga. En mars 2011, Michel Martelly l'emporte conformément à la volonté des Clinton. Dans cette affaire, et comme c'est toujours le cas dans ce pays, c'est la volonté américaine qui passe. Le pays va connaître les heures sombres du PHTK. J'ai raconté cet épisode de l'arrivée au pouvoir de Michel Martelly dans un portrait qui lui est consacré. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Le 14 mai 2011, René Préval quitte le Palais national après avoir transmis l'écharpe présidentielle à Michel Martelly. Ce geste, qui pourrait sembler banal sous d'autres cieux, constitue en Haïti un événement exceptionnel. Pour la seconde fois, Préval quitte le pouvoir après un mandat complet et remet la fonction présidentielle à un successeur élu, sans coup d'État, sans exil, sans rupture institutionnelle. Cette continuité rare dans un pays habitué aux transitions chaotiques est exceptionnelle.
Contrairement à son prédécesseur, Jean-Bertrand Aristide, ou à son successeur d'ailleurs, Michel Martelly, René Préval choisit la discrétion. Dès son départ, il se retire de la vie politique. Pas de parti créé à son nom, pas de mouvement cherchant à maintenir son influence. Il laisse la scène politique à d'autres. Fidèle à son tempérament réservé, son choix tranche avec la tradition haïtienne des anciens présidents cherchant à revenir au pouvoir ou à contrôler les affaires à distance. Installé à Marmelade, sa commune dans l'Artibonite, là où il s'était déjà installé après son premier mandat, Préval se consacre à nouveau à l'agriculture à travers une coopération agricole. Il retourne à ses premières passions, les terres, les cultures, le travail patient de la production rurale. Le 3 mars 2017, René Préval meurt à Port-au-Prince à l'âge de 74 ans, officiellement d'une crise cardiaque. Mais dans l'opinion publique haïtienne, cette explication ne tient pas debout, ne convainc pas. Très vite, des rumeurs se répandent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Certains évoquent un empoisonnement de l'ancien président. D'autres évoquent plutôt une négligence médicale. D'autres encore, une disparition arrangée pour des raisons politiques. Ces spéculations reflètent le climat de méfiance généralisé envers les institutions et la classe politique haïtienne. Les gens avaient de quoi se méfier car en Haïti, les assassinats politiques et les règlements de compte sont monnaie courante. Les rumeurs étaient tellement persistantes que la veuve de René Préval, Elisabeth Delatour, a demandé une autopsie du corps de son mari. Et le parquet de Port-au-Prince a même ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de la mort de l'ancien président. Pour certains, Préval est assassiné parce qu'il aurait conservé des secrets gênants sur les coulisses du pouvoir, notamment sur ses relations avec Aristide, sur les privatisations ou sur les élections controversées de 2010 qui ont vu arriver au pouvoir le chanteur Michel Martelly. Mais les résultats de l'autopsie et de l'enquête tombent. Ils ont révélé une mort naturelle. Les analyses effectuées en Haïti et aux États-Unis ne révèlent aucun empoisonnement ni signe de violence sur le cadavre du président. En conséquence, le parquet a classé l'affaire sans suite, confirmant qu'il n'y avait ni crime ni délit. Mais est-ce que cela a suffi à calmer, on va dire, les rumeurs? Eh bien non. Beaucoup de gens mettent en doute encore la version officielle et pensent toujours que Préval a été assassiné. Maintenant, revenons à la question initiale. Qu'est-ce qui explique que René Préval, ce personnage discret, presque effacé, réussit ce qu'aucun homme politique en Haïti n'a jamais fait dans toute l'histoire du pays? Se faire élire président 2 fois et passer le pouvoir à un nouveau président élu sans coup d'État ni effusion de sang. Je crois que vous l'avez déjà deviné, cela tient au tempérament de Préval. René Préval n'était pas un brillant orateur comme Aristide, multipliant les métaphores pour galvaniser les foules. Lui, il avait un style simple, direct, presque nonchalant. Il parlait vrai, sans jargon, parfois jusqu'à la brutalité. Sa célèbre formule « nager pour sortir », nager pour vous en sortir, lancé au peuple haïtien plongé dans la misère pendant son premier mandat est un aveu d'impuissance. Normalement, une telle déclaration aurait dû ruiner son crédit politique. Mais paradoxalement, ce franc-parler, teinté de cynisme et de je m'en foutisme, a renforcé son image d'homme sincère au-dessus des faux-semblants. Étrange, non? Préval était aussi un bon vivant, amateur de tafia et de cigarettes. La chanson Parole Tafia de Boukman d'Expérience était une satire ouvertement dirigée à l'encontre de Préval. Une anecdote rapportée par l'économiste Leslie Péan illustre ce mélange de légèreté et de spontanéité qui le caractérisait. Dans sa jeunesse, Préval faisait partie de l'équipe haïtienne de football. En 1969, lors d'une finale entre la sélection haïtienne et le Pays basque, à la deuxième mi-temps, un pénalty est accordé à l'équipe haïtienne. Les supporters haïtiens venus un peu partout d'Europe s'apprêtent à célébrer la victoire haïtienne. Et là, coup de théâtre. Au coup de sifflet de l'arbitre, René Préval devance le joueur désigné pour le pénalty et tire vers le but. La balle passe à 2 mètres du but, gâchant toutes les chances de l'équipe haïtienne. Interrogé par ses amis après le match, Préval répond en haussant les épaules. « J'avais une folle envie de tirer. Je l'ai fait. J'ai raté mon coup. C'est bien dommage. »
Cette anecdote résume ce côté improvisateur, insouciant, presque irresponsable, mais étrangement attachant. Cette combinaison de modestie, de désinvolture et de simplicité a permis à René Préval de traverser les tempêtes politiques d'Haïti. Il ne promettait pas de miracle, ne cherchait pas à incarner un destin messianique. Il donnait l'image d'un homme comme les autres. Un adolescent flemmard qui laisse couler le temps en ne faisant pas grand-chose. Préval est un président qui n'a presque rien fait, mais qui n'a pas non plus tout détruit. C'est précisément ce paradoxe qui lui a valu de conserver une image étonnamment positive. Dans un pays où les dirigeants ont presque laissé derrière eux la violence et le chaos, l'inaction de Préval est perçue comme un accomplissement en soi. Voilà. Merci d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine page d'histoire. Au revoir.